הוקלט עם גברת סופי שנבלג מאנטוורפן, בלגיה, שנערך בתל אביב ב-24 ביוני 1973 על ידי רבקה בנית, על נושא היהודים במחתרת בבלגיה במלחמת העולם השנייה. L'interview à Tel Aviv le 24 juin 1973 avec Madame Schneebalg d'Anvers, qui est la sœur du professeur Chaim Perlman. Madame Schneebalg. Comme j'ai déjà donné beaucoup d'impressions dans une autre machine qui était un peu défectueuse, je vais me borner à résumer brièvement ce que j'ai dit. Et notamment que le début d'une action juive illégale, moi j'ai eu connaissance depuis juillet 40, que déjà à cette époque, les imprimeurs juifs d'Anvers, dont certains Zerubbabel, ont imprimé des tracts pour le appeler, suite au manifeste de Henri de Man disant que les ouvriers belges devaient reprendre le travail, ou un groupe et qui s'est beaucoup dépensé, qui malheureusement a été déporté avec toute sa famille, et alors qu'on a voulu sauver les enfants, que les Allemands même ont permis de retirer des jeunes bébés, on n'a pas voulu les rendre, disant que vont faire les enfants sans leurs parents. Malheureusement, il y a eu des cas pareils. Racontez-moi un peu sur le comité de dames qui a continué le travail central. Nous avons vu divers comités qui ont été suscités chaque fois par des besoins urgents. Lorsqu'on a su qu'un groupe de personnes d'origine allemande ont été déportées dans le Limbourg, tout de suite la charité juive se donnait cours et un groupe de femmes, dont Madame Buchner, Mademoiselle Binik, moi-même, enfin vraiment un groupe de voisines, se sont donné rendez-vous au sein des locaux de la centrale. Et là, on faisait confectionner des colis qu'on envoyait avec des vêtements à ces personnes qui étaient prises au dépourvu et qui manquaient de vêtements chauds pour l'hiver. Ensuite, lorsque le camp de Brindonk a été rempli de prisonniers, plusieurs fois par semaine, on faisait aussi des colis de vivres pour envoyer à ces gens-là. Et vous aviez la permission des Allemands de faire ce travail? On ne leur demandait pas de permission pour cela. C'était au sein de la centrale où on faisait de la cuisine, on faisait des colis. Mais il faut dire que les Allemands n'entraient pas dans le local pour voir ce qu'on y faisait. Ils ne venaient jamais. Et alors on pouvait soit préparer, puisque c'était une cuisine, alors on y préparait des repas. Et alors on emballait des colis. Et il y avait une camionnette qui allait spécialement, chaque semaine, porter ces colis au camp de Brindonk. Et puis plus tard, lorsque les gens ont commencé à être déportés pour les travaux de la ligne Todd et qu'ils revenaient, et qu'on trouvait là aussi qu'il y avait moyen de faire quelque chose pour les aider, on le faisait. Et on s'était installé dans les locaux de la centrale, 155 Lange-Leemstraat, et là, il y avait une cuisine à la disposition, et je n'ai pas, à ma connaissance, souvenir d'une visite d'Allemands, ils ne venaient jamais là. Et l'association des Jodenrat avait fermé les yeux, enfin était heureux de voir qu'on pouvait faire une telle activité qui était utile à la population juive. Et jamais nous n'avons eu d'ennui avec eux, au contraire, parce qu'eux nous fournissaient une partie des fonds. Racontez-moi un peu votre action pour les gens qui étaient déportés au Limbourg. Eh bien, il est arrivé, une fois par mois, on se rendait là en délégation, des gens des diverses organisations sionistes, pour encourager les gens déportés et pour avoir des entretiens avec le membre du clergé, la population étant très catholique dans ces régions, et sachant qu'un appel du haut de la chaire le dimanche aurait le meilleur effet sur les populations qui ne comprenaient pas pour quelle raison on avait déporté ces gens et les avait placés chez eux, à la campagne. Eh bien, c'est l'appel du clergé a été couronné de plein succès. La population a compris et s'est rendue utile à vraiment accueillir les gens avec plus de cœur qu'on s'y attendait. Vous pouviez faire un peu de comparaison entre la situation à Anvers et celle à Bruxelles? Oui, certainement. La situation était différente à Anvers, où la population juive vivait beaucoup plus isolée dans un ghetto, où ces traditions religieuses ou ces affaires de diamant ne le mettaient pas beaucoup en rapport avec des non-juifs. Par conséquent, elle vivait en groupe fermé
peu de contact avec l'extérieur, se méfiant des étrangers et n'ayant pas l'énergie nécessaire pour essayer d'entreprendre un combat qu'on savait de longue durée. Si on se décidait à ne pas répondre à l'appel des Allemands pour la déportation, on savait qu'on se préparait à une vie pleine d'aventures et d'aléas, mais tout valait mieux que la déportation. C'est ce qu'on essayait de leur faire comprendre. On essayait aussi de persuader les parents de se dessaisir de leurs enfants et de les faire placer dans divers endroits où ils seraient en sécurité. C'était un grand acte de courage de la part des parents de se séparer ainsi de leurs enfants, ne sachant ce qui les attendait. Mais il y en a qui ont compris assez tôt, et heureusement, les enfants de ses parents ont pu être sauvés. Et quels étaient vos contacts avec Bruxelles au début de la guerre? On voyageait encore facilement à Bruxelles. Moi, j'avais des contacts, à part mon frère, avec ce qui se passait dans le groupe juif. Mais d'autre part, on avait des contacts à Anvers. C'était vraiment deux villes séparées. Chacune avait sa propre situation et avait ses propres mœurs. Et nous, on était souvent en désaccord avec les directives données par l'Association des Juifs de Belgique, notamment à Anvers. On avait chargé des jeunes de distribuer les appels de convocation pour la caserne de Saint-Malines. Et nous pensions que ce n'était pas le rôle des jeunes juifs d'aller le faire. Alors qu'est-ce que vous avez réussi à faire contre ça? Bien, ça n'a duré que quelques jours. Quand on a vu que vraiment, que ce qui s'y passait, que ce n'était pas une façon ordonnée d'envoyer une personne pour qu'elle aille au travail, qu'est-ce que ça fait? Il y a des gens qui ont acheté des vêtements de travail, ils prenaient au sérieux la chose, pensaient vraiment, ils allaient se dévouer, ils allaient eux fournir un travail désagréable et dur pour sauver les membres de leur famille. Mais quand on a vu qu'on s'emparait des vieillards et des malades, on a compris que ce n'était pas vraiment le travail qui était l'intention. Et alors à ce moment, les esprits ont changé, on a dit, ça ne sert plus à rien de se sacrifier. Chacun, n'est-ce pas, essaye de tirer son plan, comme on dit, et de se tirer d'affaire. Et c'était surtout, le rêve a été donné quand des jeunes sont rentrés du travail à la ligne Tauge. À l'Atlantique, l'Atlantique. Quand ils sont rentrés, c'était des hommes jeunes, donc sans famille, qui sont revenus. Quand ils sont arrivés en Belgique, on voulait les diriger plus loin. Bien, ils se sont échappés. Ils ont sauté par la fenêtre du train. Ils se sont, de toutes les façons différentes, ont essayé donc de semer le poursuivant. Ils sont venus, ils ont raconté qu'ils ont eu des nouvelles, que ce qu'on prétendait être une déportation pour le travail était vraiment quelque chose de bien plus grave et qu'on devait se méfier et qu'on ne devait plus suivre. Ça, c'était déjà en été 42? En été 42. Et que quand chacun devait faire ce qu'il pouvait pour ne pas être pris. Et nous avons notamment de nombreux cas où des pères de famille allaient se dévouer pour la famille, ils allaient volontairement donc à la déportation, et que dans la nuit même, on a pris tout le reste de la famille dans une rafle, comme il s'en est passé au quartier juif, où on a fermé tout le quartier le long de la rue du Pélican. On est entré systématiquement dans toutes les maisons, les unes après les autres, en emmenant... C'était... Ça s'est arrivé avant les rafles à Bruxelles? À peu près en même temps. En tout cas, les Flamands étaient épouvantés de voir ce qui se passait. On voyait les Flamands. On voyait des familles pleurer, pleurant, qui voyaient leurs voisins enlevés comme ça au milieu de la nuit. Naturellement, cela laissait une impression terrible. Les uns étaient effrayés, et les autres disaient il faut faire quelque chose, il faut empêcher cela, on ne peut pas faire partir. Et on voyait ainsi parfois des femmes flamandes se disputant avec la Gestapo pour essayer de retenir quelques enfants et de les emmener dans leur maison en disant ce sont les miens. Il y a eu des cas tragiques. Il y a eu les gens qui ont abrité les Juifs, qui les ont cachés, c'était des différentes couches sociales. À ce moment-là, les gens n'étaient pas encore cachés au début, donc c'est seulement après les rafles qu'on s'est rendu compte qu'on ne faisait pas de distinction, avec quelle brutalité ça se faisait, et enfin l'ignoble chose de les avoir emmenés dans des camions entièrement fermés des déménageurs, et que le cas, juste qu'on les a traînés pendant des heures,
sans air. Et quand ils sont arrivés à Mali, on a ouvert les portes, des cadavres sont tombés. Quand la population a su cette chose-là, on a compris que... Et ça s'est su vite, ça s'est su très vite. Il y a maintenant tout un jardin d'honneur au cimetière d'Anvers dans lequel ces premières victimes de déportation ont déjà été tuées avant la déportation, ont été enterrées. Toute une pelouse d'honneur dans laquelle il est marqué donc ce qui en est advenu, que c'était les premières victimes de ces horreurs de la guerre. Et on a eu des cas. Un de ces cas dont on parlait beaucoup à Anvers, d'un enfant, d'un bébé encore de quelques mois, qui avait été abandonné dans son berceau, et qu'on avait retrouvé au bout de quelques semaines, mort, les doigts rongés. L'enfant avait eu faim, elle avait pleuré, avait rongé ses ongles. Vraiment, c'était quelque chose d'inouï. Le bruit s'en était répandu dans toute la ville qu'on avait trouvé un cadavre d'un enfant mort d'inanition. Et c'était vraiment, ces choses-là faisaient grande impression sur les juifs autant que sur les non-juifs. Et alors les cas se sont précipités des gens qui voulaient aider. Il y a certainement eu des gens cachés à Anvers, bien que la difficulté était plus grande. Il y en a eu, je connais de nombreux cas. À Bruxelles, il était plus facile de se cacher parce que la ville était plus grande, parce que c'était plus cosmopolite, parce qu'on ne vous y connaissait pas. À Anvers, quand on vous connaissait, il fallait que vous ne sortiez pas, enfin, à moins que vous vous dépaysiez entièrement. On me raconte le cas d'un gros diamantaire qui s'était habillé en plombier, qui se promenait toujours à la rue en bleu de travail avec une boîte, avec des instruments, et qu'il y avait beaucoup de gens qui le connaissaient et qui le rigolaient en le voyant. Mais on ne l'avait jamais dénoncé quand même. Que voulez-vous savoir de l'association des Juifs en Belgique? Eh bien, je dis que le fait d'être organisé, d'être membre d'une organisation, était très important à cette époque où les esprits étaient vraiment dépaysés, où le fait de rencontrer quelqu'un avec qui on puisse discuter le coup et d'obtenir des conseils, d'apprendre ce qui se faisait ailleurs, avait une grande importance. C'est pourquoi nous avons toujours dit qu'il faut que les gens soient organisés, il faut qu'ils soient dans un cadre, qu'ils aient des contacts, qu'ils ne restent pas abandonnés à eux-mêmes, que quelqu'un puisse venir les contacter pour leur donner des conseils avec ce qu'il y avait lieu de faire. Et on s'était organisé selon les formations sionistes, les formations politiques dont les chefs étaient connus et qui donnaient des directives, qui créaient des groupes. Et ainsi, il s'est formé vraiment un noyau d'activistes. Vous diriez alors que, disons, la population de la Aguda, qui était donc en dehors du sionisme, est-ce que vous diriez qu'eux ont été plus déportés parce qu'ils ne se sont pas organisés à ce moment-là? Je pense que d'ailleurs leur aspect les trahissait plus facilement. Ceux qui portaient barbe et paillotes étaient certainement les premières victimes désignées. Je suis certaine que le fait d'avoir déjà une apparence qui les signalait au public. D'ailleurs, eux-mêmes disaient, comment pourrons-nous nous cacher dans l'état dans lequel nous sommes? Ils ne parlaient pas la langue du pays. Ils n'avaient pas d'amis. Ils étaient vraiment abandonnés à leur triste sort. Et c'est pourquoi je continue à dire que si on a pu sauver des gens, c'était parce qu'on était sortis du ghetto, qu'on avait des contacts avec les gens qui étaient libres. Et qu'il ne faut jamais oublier cela, qu'il ne faut pas se terrer et s'enfermer. Il faut s'ouvrir au monde. Et le monde n'est pas si méchant quand il connaît la situation. Et quels gens sont devenus militants dans la résistance? C'était surtout ceux qui étaient déjà actifs dans les organisations avant la guerre. Oui, je dois dire que c'est surtout les cadres étaient fournis par les organisations sionistes. Des gens qui étaient déjà des comitards, habitués à siéger dans des comités où on discutait des choses futiles. Cette fois-ci, c'était des choses très sérieuses. Mais ils ont été à la hauteur, ils ont pris très sérieusement à cœur leur tâche et ils ont vraiment élargi constamment le cercle des gens. Avec quel groupe belge aviez-vous des contacts? J'avais des contacts avec les gens de ma profession, des professeurs, des historiens, des gens avec qui je travaillais aux archives, par qui je pouvais obtenir des faux papiers d'identité, je pouvais obtenir des contacts pour essayer de cacher des officiers
qui voulaient vivre dans la clandestinité, des gens qui nous communiquaient des directives de Londres pour telle et telle chose. Et c'était on était dans une chaîne, parce que tous ces gens, j'ai cité le nom de Jan Dont, qui était très actif dans les jeunesses communistes, qui plus tard est devenu un historien remarquable, professeur à l'université de Gand, et qui, lui, m'a assisté dans plusieurs moments où j'avais besoin d'aide pour d'autres. Il m'a fourni des papiers, des directives, des façons de faire, parce que pour tout cela, il faut de l'entraînement. Et parmi les Allemands qui avaient des fonctions importantes, est-ce qu'il y avait des différences entre leurs personnalités? Est-ce qu'il y en avait même qui avaient aidé? Certainement, parmi la Gestapo, je ne peux pas inventer des gens, il y avait plus ou moins cruels, mais pendant la commandature, il y a certainement eu des gens dont le rôle était de sauver des Juifs. Et notamment la personnalité. Non, enfin, leur rôle à la commandature, c'était le secteur juif. Mais le baron Van Hahn, qui était un officier de la noblesse allemande, avait considéré que son rôle était de sauver les Juifs, et non pas. Parce qu'il trouvait qu'il n'était pas d'accord avec la politique des Allemands. Est-ce qu'il était en rapport Il était en rapport avec M. Plateau. M. Plateau, qui était donc à ce moment-là directeur au sein du ministère de la Justice, qui s'occupait des questions religieuses, et qui plus tard a fini par être le directeur général du ministère des Affaires étrangères et ambassadeur de Belgique au Danemark, pour fin de carrière. Je dois dire aussi qu'il y a quelques années, il est venu planter un arbre dans l'allée des Justes, et que c'était un homme qui vraiment se dévouait corps et âme, qui était toujours disponible, ne s'épargnait jamais ses forces ni son travail. Vous pouvez dire quelque chose sur le rôle du clergé? Quels sont les rangs des clergés qui ont aidé, ou de quelle façon ils ont aidé en Belgique? Je n'ai pas eu énormément de rapports avec le clergé. Je sais seulement que le père André de Namur était une personnalité très noble, qui non seulement avait pris un grand nombre d'enfants sous sa protection, mais qui essayait de les éduquer dans un esprit juif. Et qui non seulement disait qu'il allait faire du prosélytisme, mais qu'au contraire, il voulait leur donner la fierté d'être juif, et pour que le parent revenu, ils puissent reprendre leurs enfants comme un dépôt. Et c'était dans ces termes qu'il s'était exprimé lors d'un entretien après la guerre qu'il a eu avec M. Kubowicki. Léon Kubowicki lui avait dit que c'était un dépôt sacré, et je devais le restituer tel que je l'avais reçu, et jamais l'idée ne m'avait effleuré que je pouvais à cette occasion faire du prosélytisme. Enfin, nous avons tous vénéré la personne du père André, et encore récemment, je l'ai rencontré à une journée biblique de la Viso, où il est venu écouter ce qu'on disait et où il a participé à la discussion. Est-ce que vous aviez des contacts pendant la guerre avec des organismes juifs en dehors de la Belgique? Bien sûr, c'était le Vaad Hatzalah, le Vaad de la Hatzalah qui était dirigé par Neustadt, Melech Neustadt, qui était à Tel Aviv, et qui avait créé ce groupe. Il avait des représentants au sein de l'agence juive à Constantinople, ils avaient des représentants à Genève, et c'est de ce groupe-là qu'est née l'idée du service d'échange par suite des certificats de la Croix-Rouge internationale. Donc on leur signalait des listes de sionistes militants, ils demandaient le maximum, naturellement, ils ne se limitaient pas strictement. Une personne suffisait pour qu'on y admette toute la famille. Oui. Il s'agissait simplement d'avoir des noms et des adresses qu'on puisse imprimer sur des cartes et qui puissent être justifiées. Et ça a vraiment servi? Ça a servi énormément. C'était ce simple feuille de papier qui n'avait vraiment pas de valeur légale, mais qui, aux yeux des Allemands, à un certain moment, représentait une couverture suffisante pour empêcher ces personnes d'être déportées. Est-ce qu'en dehors du comité de défense des Juifs, que je comprends a aidé à cacher tant de personnes, vous avez mentionné le chiffre de 12 000 personnes. Est-ce qu'il y a eu aussi des Juifs dans la résistance armée? Certainement, des Juifs ont participé à tous les secteurs. Et à un certain moment, plusieurs personnes du mouvement, du Front d'indépendance ayant été déportées, nous avons perdu le contact. Alors nous avons recherché ailleurs afin d'être dans un mouvement de résistance armée. C'est alors qu'est intervenu le mouvement national belge qui nous a intégrés, tout le groupe du CDJ. Combien de gens? Peut-être 150 personnes. C'est vrai?
et qui régulièrement allait prendre des leçons de tir et allait recevoir des instructions de certains officiers de l'armée belge de quelle façon il fallait procéder si jamais Bruxelles devait être libérée grâce aux forces internes du pays, comme on a cru qu'elle allait se répéter la chose de Paris. Mais enfin, nous savons de nos jours que si ça se passait ainsi à Paris, c'est parce que les Américains ont voulu rendre un peu la fierté aux Français qu'ils sont libérés eux-mêmes. Tandis qu'en Belgique, la chose n'était pas si importante et qu'ils ont avancé, ils ont progressé rapidement. Oui. N'empêche qu'il y a eu beaucoup de gens de la résistance qui sont tombés au moment de la libération de la ville. Et que la ville était parsemée d'inscriptions et des bouquets de fleurs déposés sur le mur. Ici est mort un tel ou un tel, parce qu'on avait tiré sur lui, le voyant qu'il affichait un drapeau belge ou qu'il sortait une arme. C'était quand même, il y a quand même eu beaucoup de victimes qui sont tombées au moment de la libération. Vous avez su quelque chose sur le groupe qu'on a fait après, le groupe de Good Friends qui était dans les P1? Partisans armés. Oui. Nous avons toujours su qu'il y avait des juifs dans les partisans armés parce qu'à diverses reprises, des otages avaient été pris. Et parmi eux, on imprimait le nom des juifs et on disait, donc, on mentionnait le fait qu'il était juif et qu'on l'avait trouvé avec des armes qui avaient été passées par les armes. On l'avait donc fusillé. Ceux qui ont été enterrés là au oui, au tir national, notamment Sokol et sa femme qui faisaient partie du réseau de l'Orchestre Rouge, dont on a tellement parlé par la suite. Oui. Nous savions qu'il y a eu des jeunes militants qui étaient arrêtés, qui avaient des armes, qui poursuivaient des espions, qui les traquaient, qui avaient abattu des soldats de l'armée allemande. Nous le savions parfaitement. Et nous savions aussi qu'on avait abattu quelqu'un qui était soupçonné d'avoir collaboré avec les Allemands. Enfin, il y avait une époque où les Allemands avaient passé des commandes à des ateliers juifs pour qu'ils fassent des vestes de fourrure pour leurs soldats qui allaient combattre en Russie. Et à ce moment-là, chacun croyait pouvoir sauver sa famille en faisant ce travail. Et à un certain moment, on avait menacé avec des armes ce qu'ils faisaient. Petit à petit, ils s'étaient retirés de cette activité. Donc il y avait une sorte de discipline dans les rangs et l'atmosphère était telle que chacun essayait de faire de son mieux. Il y avait un écho dans la population juive si ces choses-là. Ah, certainement, certainement. Et que même, il y avait plusieurs tendances au sein du comité de l'Association des Juifs de Belgique. J'espérais pouvoir sauver quelque chose, mais naturellement, le fait d'envoyer des colis à ceux qui étaient à Malines permettait aussi de faire passer dans la clandestinité certaines choses. Mais nous ne pouvons pas dire que vraiment il y a eu des gens qui collaboraient de gaieté de cœur et qu'ils faisaient à leur profit. Il y a toujours eu des cas des gens qui essayaient de juger le pour le contre, ce qui pourrait faire le minimum de victimes. Il y a des gens qui se sont trompés dans leur jugement, mais ce n'est pas à nous de les condamner. Lorsque nous fûmes donc organisés au sein du comité de défense des Juifs, nous faisions partie sous le numéro 30 du groupe qui est organisé au sein du Poalitium. Chacun d'entre nous avait pris, j'avais 30 adresses en tête, des gens auxquels je devais porter des secours, soit en vivres, en argent, en timbres de ravitaillement et même des livres. Et que c'était des visites qui nous donnaient une satisfaction immédiate en voyant la joie de ces familles qui voyaient cet émissaire entrer, leur apporter l'air du dehors, quelques encouragements, mais d'autre part, il nous arrivait aussi... C'était dans la région de Bruxelles ou c'était aussi des voyages en dehors de Bruxelles? Généralement dans la grande banlieue de Bruxelles, mais à Bruxelles même. Chacun devait retenir ses adresses et ses noms parce qu'il était très dangereux de porter sur soi des noms. Et tout le monde connaît l'exemple de ce jeune garçon de la famille de Kubovitsky, qui était allé chercher des feuilles de ravitaillement pour plusieurs personnes et qui, craignant être battu et de dévoiler pour ceux pour lesquels il est allé, a préféré se suicider, se jeter du 3e étage, il s'est fracassé le crâne. Un jeune garçon d'avenir, vraiment une brillante intelligence, un neveu de Yitzhak Kubovitsky. Oh Dieu, son nom m'échappe là. Et sa mère vivait, et nous avons toujours vénéré la mémoire de ce garçon, ne se sachant pas capable de résister parce que
souvent, les tortures qu'on employait étaient très efficaces et des gens pouvaient parler. Il a préféré mettre fin à ce jour. Comme je regrette que ce nom qui était sur toutes les lèvres, je ne le retrouve plus maintenant. Donc, vous envoierez le texte imprimé. Pour compléter. Oui, peut-être. Enfin, M. Koubovitsky le sait bien, puisque c'est son neveu. Oui. Vous avez interrogé Koubovitsky? Oui. Bien, alors il a dû vous en parler, sûrement. Non, il n'en a pas mentionné, mais j'ai lu cette histoire. Bien, je dois dire que souvent, on ne devait son salut qu'à sa présence d'esprit. Car la façon de prendre les choses, la résistance était un état d'esprit. Ne pas être fataliste, ne pas se laisser aller, de trouver toujours une faille dans le filet dans lequel on essayait de vous prendre. Et j'ai cité cet exemple de ce jeune groupe de jeunes gens sionistes que nous avions invités à participer à une fête de Hanouka en 1943 pour venir dans une maison de vieillards, pour chanter, pour jouer devant eux, et qui s'étaient dévoués et qui l'avaient fait. Et au retour, nous avons été pris dans une rafle devant le cinquantenaire. Nous avons vu tous les trams arrêtés, des foules énormes de gens fouillés, et nous tous dans ce tram qui allions descendre et en levant les bras, tout le monde aurait vu nos étoiles. Or, chez les Allemands, les choses étaient assez distinctes. Quand c'était des gendarmes, ils cherchaient des armes, ils ne cherchaient pas des juifs. Alors, comme nous sommes quelqu'un, je ne me souviens plus si c'était moi ou un copain, nous avons décidé de chanter une chanson. On est sortis du tram en chantant tous ensemble, quelqu'un avec une guitare, de sang-froid, il a accompagné comme si de rien n'était, et on nous a simplement laissé passer. Il y avait donc de ces choses-là où il fallait simplement garder son sang-froid. Si quelqu'un avait levé le bras, l'étoile était apparue, celle qu'on cachait si soigneusement, ben tout le monde y était pris. Mais comme on était sortis joyeusement, on avait trompé son monde, on y a échappé, c'était notre Nesr Hanouka. Une façon aussi de surprendre les Allemands. Oui, oui. On s'est dit, ils sont si peu insouciants, ils chantent, on va le laisser passer. Le grand arrondissement de tous les autres qui étaient là, les bras levés. Il y a parfois des inspirations du moment. Alors, j'ai voulu aussi parler de l'activité de mon père, qui, bien qu'ayant à ce moment-là, déjà plus de 50 ans, a toujours payé de sa personne, est allé lui-même porter des colis, il aimait discuter avec les gens, remonter leur morale. Et je parlais spécialement de ce cas où, pendant la nuit, nous étions tous absents, il avait su que des amis avaient été enfermés pendant une rafle que les Allemands avaient faite. On avait collé donc des papiers, mais sous-scellé l'appartement, et ayant été avisés par les voisins qu'ils entendaient du bruit, est venu pendant la nuit avec des échelles et les a retirés par une petite fenêtre d'une mansarde, en faisant vraiment de l'acrobatie à ce moment-là pour les délivrer et pour les ramener. D'abord pour la nuit passée chez ce pharmacien voisin, et le lendemain étant sortis tous libérés et les ayant placés quelque part. Ces gens vivent encore. Formidable. Eh bien, cela nous fait plaisir de penser toujours notre père a été toujours optimiste. Il n'a jamais cru dans la victoire allemande, et sa chaleur était tellement communicative que chacun lui demandait toujours « revenez encore nous remonter le moral ». Je crois que nous allons rester là pour le moment.